Ce que Pete Hegseth a dit il y a quelques instants, c'est que sur le champ de bataille, les États-Unis sont en train de gagner. Mais il a aussi dit quelque chose qui m'a vraiment surpris, que tous les dirigeants iraniens se cachent aujourd'hui dans des bunkers. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en Iran la journée nationale d'Al-Quds, qui consiste à soutenir la Palestine libre et ce qui s'y passe. Nous avons vu tous les dirigeants iraniens, le chef de la justice, le président du Parlement, en public. Le président était là aussi, marchant librement parmi la population. Donc, quand on entend Pete Hegseth dire quelque chose d'aussi différent, c'est étrange, parce qu'on peut voir à la télévision ce qui se passe réellement en Iran. On peut voir les responsables dans les rues pour cette manifestation symbolique qu'ils organisent chaque année en soutien au peuple palestinien. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je ne pense pas que Pete Hegseth, franchement, ait beaucoup de crédibilité ou que ce soit, même au Pentagone. Il a l'habitude de dire des choses stupides. Mais j'aimerais faire quelques commentaires à ce sujet. Tout d'abord, permettez-moi de dire que des journalistes occidentaux, des journalistes étrangers, se trouvent à Téhéran pour couvrir la guerre. Il y a évidemment certaines restrictions à leur déplacement, car la situation sécuritaire est tendue. Mais ils ont pu interroger des gens, y compris certains opposés à la République islamique. Le contraste avec Israël, où nous n'avons pratiquement aucun reportage, est frappant. En d'autres termes, l'Iran est ouvert à la presse, Israël est fermé. Et cela m'a fait réfléchir un peu à la différence de culture entre les deux pays. Israël est entièrement tourné vers la vengeance pour les torts historiques infligés au peuple juif à la foi juive. Ces torts ont été commis en Europe, pas au Moyen-Orient, pas dans le monde arabe, pas en Perse. En fait, Purim, la grande fête célébrée mardi dernier, commémore des événements survenus dans la Perse antique qui étaient en réalité favorables aux Juifs. C'est donc un contraste frappant. Israël est animé par un esprit de revanche contre quiconque n'est pas juif, pour ce qui a été fait aux Juifs, du moins selon leur point de vue. L'Iran ils sont très sadiques à ce sujet. L'Iran est chiite. Il célèbre la victimisation contemporaine. Le défunt guide suprême est allé à la mort avec joie en martyr. Les Iraniens transforment la souffrance en force. Les Israéliens la transforment en haine. Bref, c'est une observation, c'est tout sur ce point. Permettez-moi toutefois de formuler un propos plus large sur la situation militaire. L'Iran est bien sûr malmené, et c'est exact. Ce que je constate, c'est une erreur habituelle dans la pensée militaire américaine, ainsi que dans la couverture médiatique, à savoir la confusion entre les dégâts infligés et la victoire. Nous aurions dû apprendre du Vietnam, de l'Afghanistan, de l'Irak ou de tout autre contexte qu'on peut faire exploser des bâtiments, détruire une économie, faire souffrir une population et que cela ne vous fait pas gagner la guerre. La guerre est une affaire de volonté, un affrontement de volonté. Et nous avons vu au Vietnam que le succès se mesurait au nombre de Vietnamiens tués. Mais la guerre s'est terminée en leur faveur, pas en la nôtre. La même chose se produit avec l'Iran. Et ici, permettez-moi d'évoquer une image historique. Il y a bien sûr un certain nombre d'Iraniens qui sont opposés au régime, opposés à la République islamique. Et je pense à l'analogie avec l'Union soviétique sous Staline. Lorsque les Allemands ont attaqué l'Union soviétique, les personnes qui étaient contre le stalinisme, qui craignaient et détestaient Staline, se sont néanmoins portées volontaires pour défendre la patrie, la Rodina, comme ils l'appellent. Et je pense que la même chose s'est produite en Iran, comme on pouvait s'y attendre. Les gens se sont ralliés derrière le gouvernement. Ils peuvent craindre et détester la République islamique, mais ils aiment leur pays,
et sont prêts à le défendre. J'en tire donc ces conclusions. Permettez-moi de faire un dernier point. Nous entrons dans une nouvelle phase de cette guerre. Les capacités d'interception d'Israël et des États-Unis sont en train d'être complètement épuisées. L'Iran, en réponse, a commencé à tirer ses missiles lourds avancés sur Israël. Selon l'armée iranienne, il ne lance aucun missile doté d'une ogive de moins de 1000 kg d'explosifs. Certains d'entre eux contiennent 1500 kg d'explosifs. Cela frappe maintenant Israël. Et nous, bien sûr, n'avons presque aucun reportage à ce sujet, car contrairement à l'Iran, Israël est soumis à la censure militaire et tente de dissimuler les dégâts qu'il subit. Je reviens donc à la remarque de Pete Hegseth. Elle est manifestement fausse, relève du vœu pieux, et traduit une confusion entre le fait d'infliger des dommages, considérés comme une fin en soi, autrement dit, l'idée que la violence se justifie par elle-même, et une évaluation lucide des effets de cette violence, qui sont bien sûr effrayants pour beaucoup, mais en fin de compte, contre-productifs. Je suis désolé, c'est une longue réponse à ta question, mais je vois la situation comme une guerre d'usure. Israël représentait une menace existentielle pour l'Iran. Désormais, c'est l'Iran qui représente une menace existentielle pour Israël. L'objectif de l'Iran, lié à la solidarité avec les Palestiniens célébrée aujourd'hui, est la décolonisation du Moyen-Orient. L'élimination d'Israël comme facteur, si possible, ou son affaiblissement au point qu'il ne constitue plus une menace active pour l'Iran, le retrait des forces américaines du Golfe Persique. Et l'Iran est prêt à souffrir pour atteindre ses objectifs. Je ne suis pas sûr de la mesure dans laquelle les Israéliens sont prêts à souffrir. Nous le découvrirons. Je pense que l'une des principales questions que se posent actuellement les Iraniens est quelle est la pire chose qui puisse arriver à une nation? C'est la guerre. Une guerre que vous ne voulez pas, mais que quelqu'un d'autre apporte dans votre pays, tuant des gens, détruisant tout. Et c'est, je crois, l'une des questions cruciales au sein de la direction iranienne en ce moment. Que pouvons-nous faire? Parce qu'il faut éviter ce genre d'attaque. On ne peut pas simplement se contenter ou accepter un cessez-le-feu comme celui de juin 2025. Il faut parvenir à une solution permanente. Quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, je pense que vous avez raison. En gros, nous avons assisté à un conflit de faible intensité, une guerre menée par Israël contre l'Iran, qui dure depuis des décennies et qui a inclus l'assassinat de nombreux Iraniens. Cela a comporté plusieurs attaques. Cela a aussi visé des éléments de la résistance à Israël, au Liban, en Palestine, à Gaza, en Jordanie et au Yémen. Et l'Iran a maintenant décidé que trop, c'est trop, comme vous l'avez dit. Il n'est plus disposé à poursuivre un conflit de faible intensité à l'avenir. Il veut éliminer la menace qui pèse sur lui. Et ici, permettez-moi de dire que l'Iran, franchement, a été une menace potentielle pour Israël, pas une menace réelle. Je veux dire, vous savez, les Iraniens ont parlé de la nécessité de soutenir les Palestiniens, de la nécessité de mettre fin à l'agression israélienne, et ainsi de suite. Pendant tout ce temps, bien sûr, il existe une communauté juive florissante en Iran, mais il ne s'agit pas d'une question religieuse. Ce dont il est question ici, c'est de l'identité nationale des deux parties. Les objectifs d'Israël et ceux des États-Unis ne coïncident pas. Israël peut se réjouir de la fermeture du détroit d'Ormuz, car son objectif est la destruction de l'Iran. Et l'Iran est privé de ses revenus pétroliers et affaibli, tout comme d'autres pays du Golfe le sont par cette fermeture. Les intérêts américains sont mondiaux,
non limitée à la proximité immédiate d'Israël ou de l'Iran. Et cette guerre ne se déroule pas bien pour les États-Unis. Oui, nous avons la capacité de continuer à infliger des dégâts à l'Iran. Ce que nous n'avons pas, c'est une grande capacité à nous défendre contre le passage de l'Iran à une attaque de missiles plus active contre Israël. Ou pour ouvrir le détroit d'Ormuz, ou pour défendre les États arabes du Golfe qui avaient accueilli des bases américaines, lesquelles sont désormais pratiquement détruites. Nous avons la capacité de poursuivre une offensive, mais nous n'avons pas la capacité de maintenir une défense, ni de démontrer à nos amis du Golfe que nous pouvons les protéger. En réalité, nous démontrons le contraire. Et lorsque l'on considère cette guerre dans une perspective plus large, ce qu'elle fait, c'est d'évaluer la puissance militaire des États-Unis, un peu comme le Vietnam l'avait fait, mais dans un contexte très différent. Il n'y a pas d'ordre bipolaire. Ce n'est pas un choix entre le système soviétique et le système américain. C'est un ordre multinodal, comme j'aime le dire. Je n'aime pas le mot multipolaire, pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Et nous nous discréditons auprès de nos alliés, qui considèrent Donald Trump comme fondamentalement fou. Donald Trump is crazy, basically. He's doing great damage to them. To Japan. Il leur cause d'énormes dégâts au Japon, à la Corée du Sud, aux Européens, tous ceux qui dépendent de l'énergie du Golfe Persique dont ils sont désormais privés. Et ils regardent Donald Trump et ne voient aucun plan pour mettre fin à la guerre. Ils comprennent que la guerre ne prendra fin que lorsque l'Iran décidera d'y mettre un terme, et non lorsque Netanyahou et Trump le décideront. Mais il y a un autre problème ici. Personne ne veut négocier avec les États-Unis, avec M. Witkoff et M. Kushner, parce que leurs négociations se sont à maintes reprises révélées n'être qu'un paravent pour la tromperie, la duperie, l'attaque. Et donc je pense qu'il y a un sentiment général, je dois le dire, et je le dis avec une grande douleur. Donald Trump et le gouvernement des États-Unis sont désormais perçus comme des gangsters. Il n'y a aucun intérêt à conclure un accord avec un gangster. Il va prendre l'art de la négociation et le transformer en l'art de vous tromper, de vous duper et de vous nuire, plutôt que de parvenir à un accord. Le mot même accord est transactionnel. Il est assez clair que cette administration ne comprend pas la différence entre les accords et les marchés. Un marché est quelque chose que l'on peut modifier à volonté, et c'est ce qu'ils font. Alors, à quoi bon négocier avec eux? Dans le cas des Russes, ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de règlement négocié de la guerre en Ukraine. Elle se réglera sur le champ de bataille. Je pense que l'Iran est parvenu à la même conclusion, tout comme le Hezbollah au Liban. Les Israéliens tentent, sous couvert de cette guerre, non seulement de mener une seconde Nakba en Cisjordanie, mais aussi d'annexer le sud du Liban. Et quand on voit le Premier ministre Netanyahou à la télévision parler des accusations criminelles portées contre lui et se plaindre que quelqu'un lui ait donné quelque chose venant de Bugs Bunny et que tout tourne autour de ça, c'est assez pathétique. Je pense qu'il comprend que tout cela se passe très mal pour Israël et que cela ne finira pas bien. Voilà, c'est le moment dans lequel nous nous trouvons. Et bien sûr, la solidarité iranienne avec la Palestine n'a fait que s'accroître à cause de cette attaque contre l'Iran. Enfin, pour l'Iran ou pour tout pays d'un statut civilisationnel, ce que l'Iran est, l'identité nationale est l'intérêt suprême. Vous sacrifierez tout pour conserver votre fierté, vos valeurs, votre civilisation, vos croyances religieuses, votre identité culturelle. Et c'est cela qu'Israël menace, et c'est cela que l'Iran défend. Les Iraniens, contrairement aux Israéliens, ne peuvent pas se replier vers des pays étrangers d'où ils viendraient. Ils sont là depuis des milliers d'années. Ils ne partiront pas,
pas plus que les Palestiniens ne partiront volontairement. Les Israéliens ont des seconds passeports, beaucoup d'entre eux, et ils peuvent partir à l'étranger. Il existe des communautés juives à l'étranger qu'ils peuvent peut-être rejoindre. Je ne sais pas à quel point ils y seront bien accueillis, car de nombreux Juifs à l'étranger ne ressentent rien d'autre que du dégoût pour ce qu'est devenu Israël et pour ce qu'il fait. Mais c'est un affrontement inégal. Et à bien des égards, l'intensité de la ferveur penche du côté de l'Iran. Monsieur l'ambassadeur, je pense qu'on peut dire que Donald Trump est le président le plus pro-israélien de l'histoire récente des États-Unis, voire pro-Netanyahou. Alors qu'il mène une guerre au nom d'Israël et de Netanyahou, il supplie le président d'Israël de gracier Netanyahou. Mais après tout, si l'on considère tous ces calculs, tout ce que l'on peut voir en surface, il existe un énorme fossé en ce qui concerne l'agenda vis-à-vis de l'Iran. Donald Trump et son administration veulent une sorte de changement de régime, quelque chose de similaire à ce qu'ils ont fait au Venezuela. Mais Netanyahou et les Israéliens recherchent la destruction totale de l'Iran, vous savez, le morcellement de l'Iran en petites provinces. Eh bien, je pense que vous avez dit quelque chose de très important, car cette guerre n'est pas autorisée par le Congrès des États-Unis. Elle est autorisée par Benjamin Netanyahou. Elle n'a pas le soutien du peuple américain, elle a le soutien du lobby sioniste. Par conséquent, elle est totalement illégitime sur le plan constitutionnel et politique. Et elle ne pouvait de toute façon pas bien se passer. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous pour dire que Donald Trump est vraiment pro-israélien. Je pense qu'il est manipulé par Benjamin Netanyahou et le lobby sioniste. Je ne sais pas s'il se soucie vraiment d'Israël. Ce qu'il fait, en tout cas, n'est certainement pas bon pour Israël. C'est simplement une réponse à la pression de riches donateurs dont il dépend pour sa survie politique. Et il y a des soupçons. Les dossiers Epstein viennent à l'esprit, selon lesquels les services de renseignement israéliens auraient la capacité de les faire chanter. Donc d'un côté, il se peut qu'il soit victime de chantage, de l'autre, il dépend du soutien de personnes comme Myriam Adelson et d'autres. Alors, est-il pro-israélien? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il soit vraiment pro quoi que ce soit, à part lui-même. Il agit par opportunisme, et vous savez, il pourrait se détourner d'Israël s'il pensait que c'était dans son intérêt. Donc je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous sur ce point. C'est ainsi qu'il aime se présenter. Mais bien sûr, il se présente aussi comme le défenseur de l'homme du peuple. Il dit, eh bien, je suis milliardaire, mais je suis le champion de l'homme qui travaille. Vraiment, vous savez, ce n'est même pas un très bon homme d'affaires. Il a fait faillite plusieurs fois. Il semble vouloir mener les États-Unis à la faillite. C'est donc un homme sans principes moraux que le monde entier perçoit désormais comme se comportant en gangster. Quelqu'un avec qui on n'a pas envie de faire affaire. Et d'ailleurs, d'après ce que j'entends de la part de gens de l'immobilier à New York, eux non plus ne voulaient pas faire affaire avec lui, pour la même raison. Il ne tenait jamais parole, il n'était pas compétent. Il a le cabinet le plus incompétent de toute l'histoire des États-Unis. Ces gens ne comprennent pas ce qu'ils font et agissent uniquement par opportunisme. Cette guerre a des effets stratégiques majeurs au-delà de la région. Depuis de nombreuses années, la Chine hésitait à accroître sa dépendance au pétrole et au gaz russe. Il existe un gazoduc appelé Force de Sibérie, dont on discute depuis une dizaine d'années ou plus. Ce projet avance désormais, car la fermeture du détroit d'Ormuz a donné à tout le monde une double incitation. D'une part, renforcer les approvisionnements en énergie renouvelable et non fossile. La Chine est en excellente position,
car elle a en grande partie éliminé sa dépendance aux combustibles fossiles, et d'autre part, développer des chaînes d'approvisionnement alternatives, ne pas dépendre du Golfe Persique. C'est une mauvaise nouvelle en réalité pour les pays arabes du Golfe à long terme, car cela signifie que le marché pour leurs hydrocarbures va se réduire. Les Chinois et les Russes, malgré leur réticence, il existe compensateur avec l'Inde. There's an offsetting effect with India. Scott Bessent, the American Treasury Secretary, has Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, a suspendu les sanctions sur le pétrole russe à destination de l'Inde, et cela va rapprocher la Russie et l'Inde. Alors que se passe-t-il ici? Vous savez, j'ai remarqué que vous êtes brésilien, et ma prédiction concernant les efforts des États-Unis pour dominer l'hémisphère occidental par la violence, ce qui constitue la version Trump de la doctrine Monroe, a toujours été que ça pousserait les grands pays d'Amérique du Sud à s'armer contre les États-Unis. Le Brésil vient de conclure un accord avec l'Afrique du Sud pour combiner leur production d'armes. L'Afrique du Sud dispose de capacités développées à l'époque de l'apartheid et toujours en vigueur, ce qui en fait un partenaire très attractif pour l'industrie brésilienne si l'on souhaite augmenter le budget de la défense. Et vous savez, je pense que la réalité est, et je vais m'arrêter là, mais à quelques exceptions près, l'Amérique du Sud n'a pas été la source de grandes guerres interétatiques. Il y a eu des guerres, il y a eu la guerre du Chaco dans les années 1920, qui a coûté au Paraguay la région du Chaco, aujourd'hui partie de la Bolivie. Il y a eu des escarmouches, il y a eu une guerre précoce entre le Pérou et le Chili, que le Chili a remportée, privant la Bolivie d'un accès à la mer. Il y a eu des escarmouches entre l'Équateur et le Pérou, et entre l'Équateur et la Colombie, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas vraiment eu de grande guerre. L'Amérique du Sud a été une zone de paix. Les gens n'avaient pas à se soucier de construire des défenses solides. Maintenant, ils le doivent. À cause de qui? Vous savez, c'est insensé à tous les niveaux. Nous assistons à la détérioration des relations des États-Unis avec des alliés qui ne sont pas d'accord avec cette guerre. Nous voyons l'intimidation des Arabes du Golfe, qui comprennent que les États-Unis ne peuvent pas et n'ont pas l'intention de les défendre, mais seulement d'attaquer l'Iran. Nous constatons de graves dommages pour Israël, bien plus que ce que montre notre presse, car celle-ci suit les règles de censure israéliennes à sa honte. Nous voyons l'Iran gravement touché, et les personnes en Iran qui espéraient une intervention étrangère, et il y en avait, comprennent désormais qu'une guerre aérienne n'est pas une voie vers un changement de régime, et qu'en demandant une intervention ou en y consentant, elles ont mis en danger leur vie et celle de leur famille, tout en portant préjudice à leur pays. Donc, la situation n'évolue pas favorablement. This is not going well.